Monsieur le Président Philippe Witt, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Hernandez, il me revient donc de conclure cette journée dans un temps déterminé. Alors, il y a exactement 11 ans, en 2011, le CNEAF organisait à Toulouse son congrès national sur un sujet alors très prometteur. Le thème du congrès était la révolution environnementale. Le sujet était déjà d'actualité. Alors c'est vrai que si le réchauffement climatique, il y a 11 ans, n'était pas tout à fait encore entré dans nos vies quotidiennes, professionnelles et personnelles, le législateur venait alors de sonner le rassemblement en votant la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la fameuse loi ENL. De manière tout à fait originale et novatrice alors, cette loi fondatrice contient 19 fois le terme « lutter ». Lutte contre la précarité énergétique, lutte contre l'étalement urbain, lutte contre l'insalubrité, lutte contre les dommages causés à l'environnement évoqués par le président Defix, lutte contre la pollution et les nuisances environnementales, lutte efficace contre le réchauffement climatique, lutte biologique, lutte contre l'artificialisation des sols, dont a parlé également Monsieur le Président Jean-François Mout, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 11 ans plus tard, qu'en est-il ? Le réchauffement, alors envisagé, est-il là ? La lutte est-elle engagée ? Alors tout d'abord, il est désormais acquis définitivement que non seulement la planète se réchauffe, mais encore que nous en sommes la cause, tous, collectivement et individuellement. Monsieur Planton, hier, climatologue, nous l'a dit. C'était d'ailleurs la première punchline de ce congrès. Elle ne pouvait être plus claire. Je le cite. « Ce n'est pas une affaire de croyance, je vous parle de faits scientifiques. » Ces faits scientifiques sont clairement accablants. Vagues de chaleur, nous a-t-il dit, pluie abondante, fonte des glaciers dont le glacier d'Ossou, non loin d'ici, sont devenus notre quotidien. Mois après mois, tous les records de chaleur sont battus. Il n'a jamais fait aussi chaud à Toulouse au mois d'octobre, 20 degrés ce matin à 7h30 en sortant de chez moi, au moins sans doute 25 degrés cet après-midi. 15 degrés, c'est la moyenne des températures minimales au mois d'octobre à Toulouse, du jamais vécu, et les records s'enchaînent sans fin. Et M. Planton de nous dire que pour les 20 prochaines années, le réchauffement est acté, quoi que l'on fasse dès aujourd'hui. Nos actions du jour ne porteront leurs fruits que dans 30 ans au mieux. Où serons-nous dans 30 ans ? Sans doute, dans la salle, hier, a-t-on entendu quelques-uns rouméguer, comme on dit à Toulouse. Il est vrai que les scénarios présentés par Jean-Christophe Vizier de l'ADEME impliquent tous, dans tous les cas, de profondément modifier notre manière de produire du bâti. Que ce soit le scénario génération frugale, coopération territoriale, technologie verte ou encore pari réparateur. Dans tous les cas, dans tous ces scénarios écrits par l'ADEME, les nouvelles données du changement climatique nous amènent obligatoirement à réduire de manière très conséquente notre consommation d'énergie fossile, en particulier dans le domaine du bâti, qui, nous a-t-on dit hier, représente 40% de l'énergie totale utilisée dans l'Union européenne et quasiment le quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors sans doute, les incertitudes existent. Faut-il rénover ? Jean-Christophe Vizier vous a dit, dans la seconde punchline du Congrès, le défi majeur pour les architectes est celui de la rénovation. Parfois, tout de même, je me demande si finalement, ce n'est pas plus un fantasme de décideurs publics qu'une réelle possibilité dans le monde réel dans lequel nous vivons. Quel copropriétaire, quel propriétaire a-t-il réellement les moyens d'engager plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une rénovation d'un logement dont la durée de vie est de quelques dizaines d'années, 70 peut-être, et surtout qu'il aura quitté en moyenne dans moins de 17 ans ce logement s'il est occupant. Alors il y a des alternatives à la rénovation, nous a-t-on dit hier. Détruire pour reconstruire en est une. On a parlé d'Haussmann. Construire autrement, tel est en grande partie d'ailleurs le thème de nombreuses interventions et propositions qui nous ont été faites durant ces 2 jours. L'on vient à nouveau d'en parler avec Cyril Dezalleux. Dans tous les cas, les équilibres à atteindre sont fragiles et un décalage existe sans doute entre les habitudes et la réalité de notre futur. Néanmoins, peu à peu, nous l'avons vu, nous progressons. Si la réduction des dépenses énergétiques d'usage est acquise dans son principe, au moins, ce n'est que plus tard que l'on a réellement pris conscience des dépenses d'énergie grise, des matériaux de construction et de l'acte de bâtir dont il a été question hier, à l'occasion des présentations de la RE 2020 par Jean-Pascal Agard. Quoi qu'il en soit,
les solutions à trouver sont ici et pas ailleurs. Et s'il y avait 2 fois moins d'habitants sur la planète, a-t-on entendu hier dans la salle? Ma grand-mère me disait toujours qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Elle n'avait définitivement pas tort. Est-on certain que l'humanité en est la cause? A-t-on également entendu? Monsieur Planton a été clair. La réponse est oui, nous sommes la cause. Et les Chinois, que font-ils également? En réalité, beaucoup, beaucoup, alors même qu'ils produisent nos téléphones, entre autres 1000 autres choses. Mais vu d'ici, peut-être que cela se voit peu. Mais là n'est pas l'essentiel, finalement, je crois. La question n'est pas vraiment de savoir s'il faut y aller ou pas. Le passage de l'ancien monde vers le nouveau monde a déjà eu lieu. L'une d'entre nous l'a dit hier très justement, lors d'une table ronde emplie d'espoir. Les questions de réduction des émissions de CO2 au mètre carré ou au mètre cube, de préservation des ressources en eau, d'utilisation de matériaux biosourcés, de remploi, ainsi qu'il vient d'être dit, de neutralité carbone. Toutes ces questions, effectivement, se posent dès aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut y aller collectivement. C'est la seule voie. Individuellement, nous n'y arriverons pas. Nous ne sommes pas face à une catastrophe comme nous les avons connues jusqu'alors. Une catastrophe, ça a toujours un point zéro, fracassant. Une déclaration de guerre, un événement climatique majeur, un confinement, un accident industriel comme AZF. Et d'autre part, une fin, au moins mentalement imaginable. Le retour à la paix, la reconstruction, le retour à une vie normale. Le changement climatique est fondamentalement différent de tout ce que nous avons connu jusqu'alors. Il est impossible à penser individuellement, impossible à penser tout court. Il est hors de toute représentation mentale, il échappe à notre représentation mentale. Nos anciens peuvent nous raconter la guerre. Personne ne peut nous raconter le changement climatique. Il n'y a pas vraiment de début. Il est presque imperceptible. Tellement imperceptible que, d'une certaine manière, nous arrivons tous individuellement à nous en réjouir. Finalement, qui a été vraiment déçu ce matin en sortant de chez lui alors qu'il faisait 20 degrés? Quel bel après-midi nous sommes en train de vivre, ou en tout cas si on était dehors. Et pourtant, déjà, à plus de 1,7 degré, depuis le début du siècle, nous a dit M. Planton, et ce n'est pas fini, nous a-t-il averti. Ce changement climatique, il n'a pas de fin non plus, à l'échelle temporelle que nous connaissons. Le GIEC nous parle de 2050 ou de 2100. Voici ses projections. La fin du réchauffement climatique n'est pas envisageable. Nous mourrons tous au chaud. M. Planton nous l'a dit, les 20 prochaines années seront les mêmes. La température va s'élever continuellement. Et c'est là tout le paradoxe de ce changement climatique qui est devant nous. Individuellement et à l'échelle d'une génération comme la nôtre, dans notre situation sociale, il est presque indolore, voire plaisant, sauf pour ceux d'entre nous qui aiment la haute montagne et les glaciers et qui souffrent un peu trop de la chaleur au mois de juillet ou au mois d'août. À quoi bon alors changer massivement nos habitudes? À quoi bon repenser profondément nos modes de production des immeubles? Seul un nouvel enjeu se pose d'une certaine manière, le coût de l'énergie qui arrive. Mais il est toutefois en réalité aujourd'hui très indirectement lié au réchauffement climatique. L'enjeu est donc avant tout collectif et transgénérationnel. Il s'agit de prendre soin des générations futures. Les prophéties des années 70 se réalisent. Paul Ricoeur, Hans Jonas et d'autres l'avaient dit et écrit. Nous y sommes depuis plusieurs années. Désormais, nous le voyons tous les jours. Et donc se pose alors cette question, pourquoi y aller? Alors même que cela nous concerne si peu individuellement. Je crois que la réponse est en 2 temps, et ce sont ces 2 temps que je vais développer beaucoup plus rapidement que l'est mon introduction. Parce que collectivement, les architectes et les architectes experts ont une responsabilité. Vous avez toujours eu une responsabilité collective en tant qu'architecte. Vous n'y échapperez pas, évidemment, cette fois non plus. Et j'ai envie de dire que d'ores et déjà, le pari est réussi. Depuis hier, j'entends parler, certes, de fissures, d'humidité, de traces, qui me rappellent que je suis dans un congrès d'experts architectes, mais aussi de chanvre, de pisé, de paille, de béton de terre, mais aussi de qualité, d'accompagnement. Et en plus, on nous dit, cerise sur le gâteau, que cela se passe bien, ou pas si mal. Parce qu'individuellement ensuite, vous allez retrouver une réelle maîtrise de votre art, l'architecture, sous certaines conditions évidemment, qui ne sont peut-être pas encore toutes remplies. Ce sont ces 2 points que je vais rapidement développer pour conclure cette journée.
La responsabilité collective, tout d'abord, des architectes. S'interroger sur la responsabilité collective des architectes, c'est évidemment s'interroger sur l'utilité sociale de l'architecte et de l'architecture. Cela interroge en réalité profondément l'existence même de l'architecture. Mais de tout temps, vous avez eu, architectes et architectes experts, une responsabilité sociale évidente. L'architecture apporte des solutions à la pauvreté, aux inégalités, mais aussi à la santé. C'était le thème de votre congrès l'année dernière à Chambéry. La sécurité également, le confort bien sûr, sans même parler de signature architecturale. Depuis hier, nous parlons aussi beaucoup de matériaux, de techniques, de sinistres. Mais tout cela est finalisé. La sécurité des occupants, le confort des usagers, à quoi bon sinon? De ce point de vue, le changement climatique n'est qu'une évolution qui doit se situer dans la lignée de la responsabilité sociale des architectes, qui désormais a aussi une responsabilité environnementale. Il est certain qu'il en résulte des tensions fortes entre sécurité, confort, performance environnementale et gestes architectural. Mais je vois ici depuis hier que malgré tout, l'engagement est total, dans la lignée de la charte d'engagement des architectes pour une architecture responsable. 2005, 15 ans déjà. Première charte en faveur du développement durable, juste après la charte de l'environnement. 2010, 12 ans déjà. La charte pour une architecture responsable qui énonce une responsabilité d'innovation et de qualité à l'égard du maître de l'ouvrage, une responsabilité d'un mieux vivre ensemble à l'égard des concitoyens, et enfin une responsabilité de conservation du patrimoine écologique et notamment de la biodiversité à l'égard des générations futures. Pensée globale pour construire social et environnemental. Là est sans doute la clé. Ce qui est intéressant et ce qui est heureux, c'est que vous êtes tous au rendez-vous. Tous, vous êtes au rendez-vous parce que chacun d'entre vous y a intérêt pour retrouver son art. Et c'est le deuxième point que je développerai rapidement. L'implication individuelle des architectes et des architectes experts. Hier, j'ai entendu dans la salle une autre punchline. On oublie les architectes. Alors, ce n'était peut-être pas faux, mais j'ai l'impression et l'espoir qu'après ces 48 heures de congrès, que plus personne n'aura la possibilité de vous oublier. Le retour aux sources, le retour aux ressources, c'est le retour à l'architecture. Ça, c'est ma punchline. Mais sans doute de manière très différente. Et là est sans doute aussi l'un des enjeux à venir. C'est la question de la place de l'architecte qui a été évoquée aujourd'hui et surtout cet après-midi. Quelques mots tout d'abord sur le retour de l'architecture avant d'évoquer la place de l'architecte. Le retour de l'architecture, c'est naturellement aussi le retour de l'expert architecte. Alors j'ai bien compris, je l'ai dit tout à l'heure, que dans un congrès du collège des architectes experts, on parle de pathologie, de sinistralité, d'humilité. Et finalement, peut-être un petit peu curieusement tout de même, assez peu d'expertise, alors même qu'elle ne peut totalement être indemne dans la pratique. Mais derrière cela, depuis hier, on parle aussi et surtout de savoir, de matériaux biosourcés, de béton de chanvre, de bottes de paille, de filières bois, de pisé, de béton de terre. Toutes les filières, semble-t-il, si je comprends bien, semblent se développer pour répondre aux contraintes environnementales. Fabricants, on vient d'en parler, on en reparlera, maîtrise d'œuvre et entreprises. Encore qu'il y ait sans doute d'importants efforts, sans doute même d'immenses efforts à réaliser en termes de formation. Quoi qu'il en soit, Mme Kitry-Marquez nous a dit que tout n'était pas nouveau, et c'est vrai, tandis que M. Scarato nous a dit, lui, que les savoirs étaient parfois perdus au risque des idées reçues. Mais c'est cela le creuset du renouveau, de la ressource, aller chercher dans le patrimoine les techniques et les savoir-faire de demain. Personne ne peut vous l'interdire, mais cela, Cyril Charbonneau, dans sa casquette assureur, nous l'a dit, cela doit être tout de même assurable, évidemment. Alors bien que tout ceci appelle des questionnements de divers ordres, sur le respect des règles de l'art, existe-t-elle ou non d'ailleurs, sur l'assurabilité, sur la sinistralité, mais aussi sur les partages de responsabilités à venir. Toutes ces questions ont été posées hier et aujourd'hui. Elles sont omniprésentes. Philippe Estingois a développé ces questions au sujet notamment des matériaux biosourcés ce matin. Et cet après-midi, les juristes y sont revenus longuement. À l'écoute de la table ronde hier soir, aujourd'hui, à la suite de l'exposé de Caroline de Pérignon, l'espoir est permis. Les architectes sont là, les filières s'organisent. Jean-Louis Desparbès nous l'a dit, rassurant. Les éco-matériaux, certes, sont fragiles à l'eau. Infiltration, risque de condensation. Mais cela représente déjà 60% des sinistralités, si j'ai bien compris. Aussi, rien de nouveau, pas de désordre nouveau. Les lois de la physique sont les mêmes. Ouf.
Oui, les projets sont assurés, nous a-t-on dit hier lors de la table ronde, en réponse à l'inquiétude de certains. Car sans doute, espérons-le, normalisés dans leur conception et leur mise en œuvre, nous a-t-on dit. Et non, la sinistralité ne serait pas supérieure. Cerise sur le gâteau, le coût n'apparaît pas non plus significativement supérieur, nous a-t-on dit hier soir. Et enfin, on peut y vivre, nous a dit une architecte habitante. Ce retour aux sources serait presque indolore, donc, et même au contraire. Il replace l'architecte au centre, tout en mettant en valeur une équipe de maîtrise d'œuvre. Équipe dans laquelle est arrivé récemment, Cyril nous l'a dit, le fabricant, mais peut-être aussi les entreprises. Reste à savoir si le droit de l'assurance construction est prêt. Et l'on retombe alors sur une question essentielle, très profonde. Quelle place pour l'architecte? Quelle place pour l'architecte? Comment se traduit ce dialogue environnemental évoqué par Maître Sylvie Gendre? Maître Sylvie Gendre appelle à ce que chacun retrouve sa place. Est-ce seulement possible? Quelles conséquences pour la mission de l'architecte expert? Restituer la place de chacun est essentiel. Là encore, est-ce seulement réellement possible? Les places changent, les places ont changé. Plus que jamais, le fabricant s'invite, ou plutôt est invité à la fête. Le maître de l'ouvrage également, en ce qu'il utilise l'ouvrage dans une approche nouvelle, nous dit Cyril. Il y a désormais de la profondeur, bien au-delà des 10 ans. C'est la profondeur du changement climatique qui s'impose à nous. Et oui, le changement climatique est atemporel. Mais alors, n'est-ce pas au droit de l'assurance construction de s'adapter, si tant est qu'il le puisse? De s'adapter à la nouvelle place des fabricants, et les fabricants, alors, eux aussi, de s'adapter en souscrivant les polices. De s'adapter au nouveau rôle du maître de l'ouvrage, mais aussi, on en a parlé à l'instant, de s'adapter aux questions de remploi dont il a été question. Le président d'EFIX semble avoir répondu. Il doute du verdissement du droit de la construction. Les cases, donc, demeurent immuables. Le désordre n'est pas une non-conformité contractuelle et inversement. Pas de désordre de construction, pas de garantie décennale. C'est la seule réponse possible, nous dit Cyril. Et il est vrai que l'article S123-2 veille, comme nous l'a dit également le président d'EFIX. Et l'assureur également. Cyril Chabourneau nous renvoie à la réalité. Qui peut payer alors que ce taux de rentabilité est mineur? On ne peut pas penser de projet sans la couverture assurantielle, dernière punchline de la journée. Mais dans le même sens, comment ne pas voir que les transformations qu'induisent la RE 2020, quel est le bilan carbone d'un bâtiment? Construction, utilisation, modification, changement de destination, déconstruction. D'ores et déjà existent ces mutations. Par le jeu du contrôle de proportionnalité, nous a-t-on dit, entre autres, que l'expert doit évidemment, vous, prendre en compte. Par la place du fabricant aux côtés de l'architecte. J'irai même peut-être plus loin. Peut-être que l'on pourrait aussi un jour considérer que l'usager participe désormais, a posteriori, de la conception d'un ouvrage. Une sorte de conception continue. Après tout, ne sommes-nous tous pas soumis à une formation continue. Conception continue insaisissable, mais qui explique en partie l'article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation. On le voit, l'immutabilité du système d'assurance construction est loin d'être une réalité. Et alors, pour conclure, faut-il aller plus loin? D'une certaine manière, tout dépend de la priorité. Ce que l'on peut faire pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, peut-on le faire demain massivement pour relever le défi sans précédent qui nous anime, le changement climatique? Peut-on passer de l'artisanat de la cathédrale à l'industrialisation et à la massification de ces process? Quantitativement, peut-on y arriver et dans quel délai? Peut-on construire 400 000 logements par an avec les process que vous avez montrés depuis 2 jours? D'une certaine manière, j'ai envie de dire que tout dépend de la priorité. Or, cette priorité, en fait, elle est affirmée. Elle est affirmée par la loi depuis 13 ans. C'est la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Article 2. La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. C'est donc bien à la loi et au système d'assurance construction de s'adapter avec toutes les conséquences économiques, financières et juridiques que cela implique. Et alors, une seule question en réalité purement rhétorique.
Y sommes-nous réellement prêts? Cette question, je vous laisse y répondre collectivement. Je vous remercie pour ces 2 belles journées. Merci beaucoup, Monsieur Poumarette, pour cette conclusion formidable.